Nous sommes sur le toit de la base de sous-marins de Lorient-Quéroman, la plus grande forteresse allemande en dehors de l'Allemagne. C'est d'ici que le commandement allemand, la marine allemande envoyait ces sous-marins commander, diriger la bataille de l'Atlantique qui visait à contraindre l'Angleterre puis à limiter l'influence des États-Unis en Europe. Au fur et à mesure de la guerre, notamment en 1943 et 1944, la bataille de l'Atlantique va être progressivement perdue par les Allemands, mais la forteresse de Lorient reste l'un de leurs plus grands éléments du mur de l'Atlantique. Cette continuité d'éléments en béton, de blocos, mais aussi de fossés anti-chars, de nids de mitrailleuses, de barbelés, qui devaient empêcher un débarquement en Europe et l'établissement d'un nouveau front, alors que l'Allemagne est toujours en guerre contre la Russie à l'Est. Le débarquement a lieu en Normandie en juin 1944 et les troupes allemandes, dans un premier temps, affluent vers la Normandie pour empêcher ce qu'ils considèrent comme l'invasion des Alliés en Europe. Les batailles font rage, notamment dans le bocage de Normandie, particulièrement dur d'accès pour les chars américains. C'est la percée d'Avranches qui va permettre au commandement américain de pouvoir notamment se tourner vers la Bretagne. À ce moment-là, les troupes allemandes se replient sur leurs forteresses, Brest, Lorient et Saint-Nazaire. À nouveau, ce sont des lieux particulièrement forts qui étaient destinés à protéger les sous-marins, puis à bloquer le mur de l'Atlantique. Et cette fois-ci, on tourne toutes les fortifications, on démonte par exemple les canons des sous-marins pour les installer sur des wagons. L'ensemble de la forteresse se tourne presque vers les terres pour cette fois-ci créer un noyau fort qui va permettre aux forces allemandes de tenir plusieurs éléments du littoral breton. Les Alliés arrivent ainsi, les Américains notamment, vers Vannes, qu'ils libèrent, puis vers Auray, à Hennebont. Ils entrent à Hennebont avec l'action des résistants. Et cette fois-ci, ils font face à la poche de Lorient qui est prête à recevoir le combat. Et pendant une semaine, c'est la semaine sanglante d'Hennebont, les Alliés et les Allemands vont être en affrontement sur la ligne notamment sur la ligne du Blavet, et les Alliés vont reculer. La poche de Lorient se forme progressivement. À l'intérieur, c'est près de 25 000 soldats allemands qui sont en position avec des armes, avec des vivres, et qui reçoivent l'ordre d'Hitler de tenir la forteresse pendant au moins 75 jours. Ils vont la tenir pendant 9 mois. C'est un long siège qui commence, une nouvelle bataille. En parallèle des actions à Hennebont au début du mois d'août, une colonne américaine va essayer de percer à l'est, du côté de Ponscorf et de Kévin. Ils se dirigent vers l'Orient et sont arrêtés par des tirs d'imposantes batteries, notamment celle de Moustoir-Flamme, qui va les obliger à reculer. Les combats sont assez violents. Autour de Kévin, on peut par exemple évoquer l'épisode de Begrugno. Entre les tirs des Allemands et des Américains va arriver un train rempli d'otages français que les Allemands font passer par là pour ralentir les combats. Ils se retrouvent pris entre deux feux, de nombreux otages vont mourir en tentant de s'enfuir, les Américains finissent par reculer. À l'autre extrémité, c'est les résistants qui entrent en action à Ploarnel et qui vont prendre position pour essayer de limiter la poche vers l'entrée de Quiberon. À cet endroit-là, on a l'imposante batterie du Bégot qui forme l'un des points d'artillerie particulièrement imposant qui va permettre de tirer des obus jusqu'au centre-ville de Vannes. Et ainsi, entre l'Anbiway d'un côté, la batterie du Bégot de l'autre, également sur l'île de Groix, va se former, entre la Leïta et la Ria d'Etel, une poche de résistance par les Allemands qui vont pouvoir tenir leur position pendant 9 mois. Cette poche va inclure les îles, l'île de Groix évidemment, mais aussi Belle-Île. Et ainsi, une guerre de position va prendre place où pendant 9 mois, les forces alliées vont essayer de contraindre la poche de Lorient sans pouvoir la percer. De leur côté, les Allemands vont sans cesse essayer de bouger les lignes, notamment sur le front de Nostan et Sainte-Hélène, pour pouvoir notamment gagner des terres où l'on peut récolter de quoi se nourrir. Les combats sont d'autant plus difficiles que si les Alliés sont équipés, les résistants qui intègrent progressivement les forces régulières, l'armée régulière, vont être eux sous-équipés. En janvier, les troupes résistantes sont encore en sabots, avec parfois un fusil sur deux, dans un déséquilibre profond face à des forces allemandes armées jusqu'aux dents. La libération de la poche arrive au mois de mai, après la prise de Berlin, et c'est après des négociations, le 8 mai, est-elle au Café Breton, et 2 jours que vont prendre encore les Allemands pour déminer et se mettre en position de repli, que Lorient sera enfin libéré le 10 mai 1945. La poche de Lorient se forme autour d'un noyau central composé de la base de sous-marins assistée par la base aéronavale de l'Anbiway. Mais tout autour, c'est un territoire qui va de la Leïta jusqu'à Quiberon et Belle-Île-en-Mer, qui permet de se mettre en
en résistance, en protection face à l'arrivée des troupes alliées qui viennent libérer la Bretagne et le pays de l'Orient. Les combats sont intenses sur le front de la Leïta, notamment sur le secteur de Nostan-Sainte-Hélène. Au printemps 1945, les Alliés parviennent à couper la poche de l'Orient entre son noyau lorientais et la presqu'île de Quiberon, qui est tenue notamment par la batterie du Bégot. Arrivé au 8 mai 1945, Berlin est pris par les Alliés. L'ordre de reddition est donné par radio, directement par l'Allemagne, par Berlin, à leur forteresse lorientaise qui entre en négociation au Café Breton à Etel. Après d'intenses négociations, d'intenses discussions, la reddition sans condition est acceptée par le commandement allemand. Ils vont prendre 2 jours pour déminer les accès et brûler leurs archives également, puis pour arriver à Caudan à une cérémonie de reddition où symboliquement ils vont remettre leurs armes. C'est alors l'heure pour les Alliés d'entrer dans la citadelle de l'Orient par le pont du Bonhomme d'un côté, par la route de Quévin de l'autre, où ils vont pouvoir prendre possession des lieux comme la commandature à l'hôtel Gabriel et à la chambre de commerce et d'industrie. Et c'est ici également que les prisonniers allemands ont déposé leurs armes, notamment sur le cours de Chazelles, pour se constituer prisonniers justement. Mais c'est là encore le début d'une nouvelle histoire, puisque c'est dans une ville entièrement détruite que les Alliés entrent. La libération est amère, la liberté de circulation elle-même n'est rétablie que le 14 juillet, autour d'une visite du général de Gaulle une semaine plus tard. Puis il va être le temps du déblaiement, du déminage auquel sont mis à contribution les prisonniers allemands. Certains vont rester sur place pendant 2 ans, 3 ans, vont aider au déchargement de matériaux sur le port de pêche pour permettre la reconstruction de la ville. Ils vont également aider aux travaux agricoles pour permettre à la relance du secteur économique et une renaissance du pays de l'Orient. La première pierre de la reconstruction est posée à l'Orient, par exemple, en 1949. C'est le temps des baraques et d'une nouvelle vie pour le pays de l'Orient.